À hauteur d'un passage à niveau annoncé par ce panneau, je peux dépasser. Un cycliste? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une voiture? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau annonce un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Aucun dépassement à hauteur de ce type de passage à niveau n'est autorisé. Pas même le dépassement d'un cycliste, d'autant plus que le franchissement des rails est susceptible de le déséquilibrer ou de provoquer un écart de sa part. Réponse B et D. Environ 10% du trafic routier circule la nuit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Près de la moitié des accidents mortels survient la nuit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La nuit, il y a beaucoup moins de circulation, seulement 10% du trafic. Il devrait donc normalement y avoir beaucoup moins d'accidents. Or ce n'est pas le cas. La moitié des accidents mortels, 46% très exactement, survient la nuit. Les raisons, un faux sentiment de sécurité lié à la fluidité du trafic, qui entraîne des imprudences comme le non-respect des limitations de la vitesse, mais aussi bien sur la visibilité considérablement réduite, même en feu de route, et une appréciation des distances complètement faussée. Si on ajoute à cela le nombre de conducteurs qui ont consommé de l'alcool plus élevé la nuit, notamment le week-end, on comprend que la conduite de nuit est particulièrement dangereuse. Réponse A et C. Je vais à Genève. Je resterai dans cette voie dans la situation. Numéro 1. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Numéro 2. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans les deux cas, la direction de Genève est tout droit. Mais les flèches qui représentent les directions du panneau ne sont pas identiques. Dans la situation numéro 1, la flèche se divise en deux. Ce qui signifie que la voie de droite permettra de tourner à droite, vers Annecy, mais aussi de continuer tout droit. Je peux donc rester dans cette voie où que j'aille. Dans la situation numéro 2, la flèche est dédoublée. Ce qui signifie que la voie de droite permettra de rejoindre uniquement les directions indiquées à droite. Pas d'aller vers Genève. Pour aller dans cette direction, je devrais emprunter la voie de gauche. Réponse A et D. Généralement, la principale explication des accidents graves est le mauvais état de la route, réponse A, le mauvais état de la voiture, réponse B, les mauvaises conditions météo, réponse C, le comportement inadapté des usagers, réponse D. C'est le comportement inadapté des usagers qui est en cause dans la très grande majorité des accidents, vitesse excessive, non-respect des intervalles de sécurité, temps de repos non respecté, refus de priorité, ou encore alcoolisation. Les mauvaises conditions météo, l'état du véhicule ou encore l'état de la route, lorsqu'ils sont relevés, sont rarement les éléments déterminants. Réponse D. Je peux continuer le dépassement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule sur une chaussée à sens unique, comme l'indique la ligne continue à ma gauche. Le panneau m'indique qu'à 200 mètres, une voie supplémentaire, totalement à droite, va être créée. Cela ne change rien pour moi, la voie dans laquelle je circule n'est pas supprimée, je peux continuer le dépassement. Réponse A.
Une utilisation continue et prolongée des freins risque d'entraîner une perte d'efficacité. Temporaire, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Définitive, oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'utilisation prolongée des freins, par exemple dans une longue descente, entraîne, par échauffement, une perte qui peut être totale des freins. Cette perte est temporaire, en attendant que les freins refroidissent. Mais cela entraîne également une perte définitive de leur efficacité, les plaquettes se vitrifient et doivent être changées, et les disques risquent de se voiler. Voilà pourquoi il faut privilégier le frein moteur dans les descentes, qui lui ne risque ni échauffement, ni usure. Réponse A et C. Plus ma vitesse est élevée, plus mon temps de réaction est court, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Long, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le temps de réaction ne dépend que d'une chose, le conducteur. Ce qui peut le faire varier, c'est le niveau de vigilance, ou s'il a consommé de l'alcool par exemple. La vitesse allonge les distances de freinage, augmente le risque de sortie de route en virage, réduit le champ visuel ou encore augmente la violence d'un choc, mais elle n'a pas d'influence réelle sur le temps de réaction. Réponse B et D. Si mon véhicule pollue trop, je risque une amende? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'immobilisation de ma voiture? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Des contrôles de pollution peuvent être faits par les forces de l'ordre sur le bord des routes. En cas de pollution excessive, signe qu'un moteur est mal réglé ou mal entretenu, le conducteur risque, et c'est logique, une amende et l'immobilisation de sa voiture. Pour éviter cela, il suffit de respecter la périodicité des révisions indiquées dans le carnet d'entretien. Réponse A et C. Dans les zones de rencontre, il n'y a généralement pas de passage pour piétons. Vrai. Réponse A. Faux. Réponse B. Les piétons ne sont pas tenus d'utiliser les trottoirs. Vrai. Réponse C. Faux. Réponse D. Une zone de rencontre est un espace de circulation commun à tous les usagers. Les piétons sont libres de circuler où ils veulent, et pas seulement sur les trottoirs, lorsqu'il y en a. À condition toutefois de ne pas obstruer la circulation des véhicules, bien entendu. Il n'y a généralement pas de passage pour piétons aménagés, les autres usagers doivent leur céder le passage où qu'ils soient. Réponse A et C. Si je transporte un animal dans une cage, il est préférable de l'arrimer. Si je la place à l'arrière? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je la place à l'avant? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Que je la place à l'avant ou à l'arrière, une cage pour transporter un animal doit être arrimée. À la ceinture de sécurité par exemple. En effet, en cas d'accident, la cage pourrait se transformer en projectile, risquant de blesser ou de tuer un occupant. D'autre part, l'animal sera plus en sécurité lui aussi. Réponse A et C. L'alcool rend moins sensible à l'éblouissement. Réponse A. Dégrade la perception des distances. Réponse B. Dégrade la perception des vitesses. Réponse C. Réduit le champ visuel. Réponse D.
Un conducteur qui a absorbé de l'alcool n'a pas la sensation de rouler trop vite, et il n'arrive pas à estimer la vitesse des autres usagers. Mais comme l'appréciation des distances est elle aussi faussée, les choses se compliquent lorsqu'il faut décider de dépasser, ou pas, de franchir une intersection, ou de laisser passer un piéton. Pour ne rien arranger, la vision est elle aussi perturbée, le champ visuel est réduit. On perçoit donc moins bien ce qui se passe sur les côtés. La perception de la couleur rouge est aussi moins bonne. Quant à la conduite de nuit, elle est perturbée par un autre phénomène, un conducteur qui a absorbé de l'alcool est plus sensible à l'éblouissement. Réponse B, C et D. Stationner sur un emplacement signalé par ce panneau est autorisé pour tous les usagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Toujours gratuit. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Cette signalisation matérialise un emplacement réservé aux personnes handicapées. Il est interdit d'y stationner, ou même de s'y arrêter, si l'on n'est pas porteur d'un handicap réel. Tous les usagers ne peuvent donc pas l'utiliser. Mais pour les personnes autorisées, le stationnement est gratuit, même si l'emplacement est situé dans une zone où c'est normalement payant. Réponse B et C. Le niveau d'huile est trop bas, réponse A, correct, réponse B, trop haut, réponse C. Cette jauge permet de contrôler le niveau de l'huile moteur. Les niveaux minimum et maximum sont repérés par 2 points, le niveau normal doit donc se trouver entre les deux. Le niveau réel est donné par la trace résiduelle d'huile laissée. Je remarque que ce niveau se trouve au-dessus du niveau maximum. Il est donc trop haut et cela peut nuire au moteur. Retirer de l'huile n'étant pas chose facile, je n'ai pas d'autre solution que de faire appel à un garagiste pour vider le surplus. Réponse C. Dans ce tunnel, j'ai interdiction d'utiliser d'autres feux que les feux de croisement. Réponse A. De faire demi-tour. Réponse B. De m'arrêter sauf urgence. Réponse C. De dépasser. Réponse D. L'objectif de ce panneau n'est pas seulement de signaler l'entrée d'un tunnel. C'est assez évident. Il interdit ou impose un certain nombre de règles. Par exemple, il oblige à allumer les feux de croisement, de jour comme de nuit, et rien d'autre. Il interdit de s'arrêter, sauf en cas d'urgence et en utilisant les emplacements réservés à cet effet, et il interdit de faire demi-tour. Même en cas d'incendie. En revanche, il n'interdit pas à lui seul de dépasser. Ici par exemple, la chaussée étant à 2 voies en sens unique, c'est autorisé. Réponse A, B et C. Un retrait de points est possible si je n'ai pas mis ma ceinture, réponse A, j'oublie de mettre un clignotant, réponse B, je commets un excès de vitesse de 10 km/h, réponse C, je stationne à un endroit gênant, réponse D. Parmi ces 3 infractions, une seule n'entraîne pas de retrait de points, le stationnement gênant, mais je risque une amende. Par exemple, un petit excès de vitesse fait perdre 1 point, un oubli de ceinture en fait perdre 3. Et c'est le même tarif pour un clignotant oublié. Réponse A, B et C. Anticiper permet de réduire le risque d'accident. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De réduire la consommation de carburant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Anticiper signifie prévoir et agir tôt. Prévoir les actions des autres usagers, afin d'éviter des situations dangereuses, et leur faciliter la tâche lorsque c'est possible. C'est aussi prévoir les ralentissements, que ceux-ci soient dus à la signalisation ou aux conditions de circulation. Pour cela, il est important de lâcher l'accélérateur le plus tôt possible pour limiter les freinages. Or, en lâchant l'accélérateur, la consommation de carburant est nulle. On continue à rouler sans consommer la moindre goutte de carburant. Est-ce que l'anticipation fait perdre du temps? Absolument pas. Toutes les expériences le démontrent, un conducteur qui anticipe gagne du temps. En plus, il prend moins de risques et il est moins stressé en arrivant à destination. Réponse A et C. Une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par 2, réponse A, 3, réponse B, 5, réponse C, 10, réponse D. L'alcool est sanctionné lourdement à partir de 0,50 g par litre de sang. Normal, puisque le risque d'accident est déjà multiplié par 2. À partir de 0,80 g, l'alcoolémie est encore plus sévèrement sanctionnée. Pourquoi? Parce qu'à ce taux d'alcool, le risque d'accident est multiplié par 10. Et par 35 à 1,20 g d'alcool par litre de sang. Réponse D. Je tracte une remorque. Mon ensemble dépasse 7 mètres de long. Je suis bien placé pour dépasser. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je peux utiliser la voie la plus à gauche. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La chaussée comporte ici 4 voies de circulation, plus la bande d'arrêt d'urgence. Lorsqu'une chaussée comporte plus de 2 voies de circulation, les véhicules de plus de 7 mètres de long, véhicules tracteurs plus remorques, doivent circuler dans les 2 voies de droite, sans compter la bande d'arrêt d'urgence. J'ai donc interdiction de circuler dans la voie où je me trouve, ou dans la voie la plus à gauche, même pour dépasser. Réponse B et D. Les plus de 65 ans représentent environ un piéton tué sur 10, réponse A, un piéton tué sur 5, réponse B, un piéton tué sur 3, réponse C, un piéton tué sur 2, réponse D. Plus lent, moins réceptif, moins résistant, moins agile, les piétons de plus de 65 ans sont souvent impliqués dans des accidents de la circulation. À eux seuls, ils représentent environ la moitié des piétons tués sur les routes. Réponse D. Le panneau recouvert de neige peut être le panneau. Numéro 1, réponse A. Numéro 2, réponse B. Numéro 3, réponse C. Numéro 4, réponse D. Quelle peut être la signification de ce panneau recouvert de neige? Déjà, il est de forme triangulaire, ce qui exclut le panneau numéro 4, qui lui, est rond. Un peu plus loin, je vois un panneau qui m'indique que je circule sur une route à caractère prioritaire, ce qui exclut aussi le panneau numéro 3 annonçant un carrefour à sens giratoire, où je devrais céder le passage. Le panneau recouvert de neige peut annoncer un endroit fréquenté par les enfants, comme le panneau numéro 1, notamment si j'approche d'un arrêt de car scolaire ou d'un lieu-dit, où il peut annoncer un passage fréquent d'animaux sauvages, signalé par le panneau numéro 2. Réponse A et B. Pour immobiliser au mieux ma voiture dans une descente, je serre le frein à main, réponse A, je braque les 2 roues vers le trottoir,
Réponse B. Je braque les deux roues vers la route. Réponse C. J'enclenche la marche arrière. Réponse D. Il y a 3 choses que je peux faire pour assurer l'immobilisation de ma voiture. Serrer le frein à main bien sûr, mais cela peut s'avérer insuffisant pour stationner dans une descente, je peux alors laisser une vitesse enclenchée, la première ou la marche arrière, et je peux aussi braquer les roues vers le trottoir. Ainsi, même si ma voiture bougeait, elle serait arrêtée immédiatement par la bordure du trottoir. Réponse A, B et D. J'écoute de la musique avec des oreillettes. Je risque un retrait de points sur mon permis. Réponse A. Une amende. Réponse B. La confiscation de l'appareil. Réponse C. L'immobilisation de ma voiture. Réponse D. L'utilisation d'oreillettes, filaires ou non, est désormais interdite en conduisant. Que j'en ai une, deux, que ce soit pour téléphoner ou pour écouter de la musique. Tout simplement parce que c'est dangereux. Elle prive le conducteur d'une partie des indices sonores, tels qu'un coup de klaxon ou le bruit d'un moteur. Si je conduis avec une oreillette ou des écouteurs, je risque un retrait de 3 points sur mon permis de conduire et une amende. Réponse A et B. Je dois m'arrêter en raison d'un problème mécanique. Je me range sur la bande d'arrêt d'urgence, puis je ralentis. Réponse A. Je ralentis, puis je me range sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse B. Je m'arrête dans la voie où je circule. Réponse C. Je dois m'arrêter. Je dois donc me ranger sur la bande d'arrêt d'urgence, et surtout pas sur la route. Le problème, c'est qu'elle n'est pas déneigée, donc particulièrement glissante. Il y a un très gros risque de perte de contrôle. Le mieux est alors de ralentir le plus possible avant de mettre ne serait-ce que 2 roues dans la neige. Pour cela, j'allume les feux de détresse, et je freine légèrement afin que les feux stop de ma voiture avertissent les autres usagers de ma manœuvre. Une fois ma vitesse très lente, je pourrai m'immobiliser sur la bande d'arrêt d'urgence, mettre un gilet haute visibilité et quitter la voiture sans attendre, avec mes passagers. Réponse B. Les feux de position consomment moins d'énergie que les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque c'est autorisé, il est préférable de circuler en feu de position seul. Réponse C. En feu de croisement. Réponse D. Les feux de position consomment effectivement beaucoup moins d'énergie que les feux de croisement. Mais ils sont aussi beaucoup moins puissants. C'est pourquoi leur usage en agglomération éclairée n'est pas recommandé. Ils n'améliorent pas la vision, et restent peu visibles. Il est préférable de réserver leur usage pour signaler le véhicule lorsqu'il est arrêté. Pas pour circuler. Réponse A et D. Cette signalisation oblige à s'arrêter. Si un train arrive, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si aucun train n'arrive, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur certaines petites routes traversées par une voie de chemin de fer peu fréquentée, il arrive qu'un simple stop soit implanté. Peu importe qu'il s'agisse d'une voie de chemin de fer, tout usager qui le rencontre doit s'arrêter.
L'arrêt est obligatoire afin de prendre le temps de vérifier qu'aucun train n'arrive. Ni de droite, ni de gauche. Alors je dois m'arrêter si un train arrive, mais aussi si je pense, à tort ou à raison, qu'aucun train n'arrive. Chaque année, on compte plusieurs dizaines de morts au passage à niveau. Le manque de prudence en est la première cause. Réponse A et C. Je suis en période probatoire pendant 3 ans si j'ai opté pour une formation AAC, oui, réponse A, non, réponse B. Une formation traditionnelle, oui, réponse C, non, réponse D. La formation traditionnelle au permis de conduire entraîne une période probatoire de 3 ans. Pendant cette période, je suis soumis aux limitations des conducteurs novices, je dois mettre un disque à l'arrière de ma voiture, mon permis ne comporte pas encore 12 points, et l'alcoolémie est sanctionnée à partir de 0,20 g par litre de sang. Si j'ai suivi une formation AAC, cette période est réduite à 2 ans. Attention, la conduite supervisée est considérée comme une formation traditionnelle. La période probatoire est donc de 3 ans également. Réponse B et C. Ce panneau annonce une voie réservée aux tramways, réponse A, une chaussée partagée avec les tramways, réponse B, une traversée de tramway, réponse C, un arrêt de tramway, réponse D. Ce panneau annonce que je vais traverser une voie de tramway. Il sera probablement suivi d'un panneau à fond bleu qui m'indiquera la position des rails. Ce dernier est généralement accompagné d'un feu de couleur rouge. S'il clignote, il m'indique l'arrivée d'un tramway et l'obligation de m'arrêter. S'il n'y a pas de feu, c'est à moi de faire attention et de céder le passage. Réponse C. Le covoiturage, c'est plusieurs personnes propriétaires d'une même voiture, oui, réponse A, non, réponse B. Plusieurs personnes transportées dans une seule voiture, oui, réponse C, non, réponse D. Le covoiturage, c'est lorsque plusieurs personnes font un même trajet dans un même véhicule. Ce qui permet de partager les frais, carburant, péage, donc de les réduire pour chacun. Plusieurs propriétaires pour une seule voiture, cela existe. Mais on parle alors de copropriété, ce qui n'a aucun lien avec le covoiturage. Réponse B et C. En cas d'accident corporel sous l'emprise de cannabis, l'assureur indemnise les victimes, oui, réponse A, non, réponse B, peut se retourner contre le conducteur responsable, oui, réponse C, non, réponse D. Conduire sous l'emprise du cannabis est interdit. Alors en cas d'accident responsable, l'assureur considère que le sinistre n'aurait jamais dû se produire. Il indemnise les victimes, bien entendu, mais il peut ensuite se retourner contre le conducteur responsable et obtenir l'obligation de rembourser les dommages matériels et corporels. S'il y a des tués ou des blessés, le conducteur peut devoir rembourser des sommes astronomiques toute sa vie. Réponse A et C. Je tiens compte de ce panneau. Oui, réponse A, non, réponse B. Il oblige à allumer les feux de position uniquement. Réponse C, de croisement. Réponse D.
Ce panneau m'oblige à allumer les feux de ma voiture, même de jour, par beau temps. Sans doute à cause du tunnel devant moi. Mais quel feu allumer? Hors agglomération, il est interdit de circuler avec les feux de position seuls, de jour comme de nuit. C'est donc les feux de croisement que je dois allumer. Ils ont une puissance suffisante sans être gênants pour les usagers suivis ou arrivant en face. Attention, si ma voiture est équipée de feux de jour, appelés aussi feux diurnes, je dois quand même allumer les feux de croisement. Réponse A et D. Sur une voiture à boîte automatique, la position D permet d'avancer, réponse A, de reculer, réponse B, d'immobiliser la voiture, réponse C. Sur une voiture à boîte de vitesses automatique, on trouve au moins 4 positions. P, pour immobiliser la voiture, mais attention, cette position ne remplace pas le frein de parking, ou frein à main, R, pour reculer, N, pour le point mort, le moteur tourne sans entraîner les roues, mais cette position n'immobilise pas la voiture si elle est en pente, et D, pour avancer. On peut aussi trouver des positions qui permettent de passer le rapport supérieur ou inférieur, en position D, ou de bloquer une vitesse, pour utiliser le frein moteur, notamment dans une grande descente. Réponse A. Le réglage de l'intensité lumineuse du tableau de bord a pour but de mieux voir la route et ses abords. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De moins se fatiguer. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Il est en effet possible de régler l'intensité lumineuse du tableau de bord. L'objectif étant de réduire cette luminosité pour circuler de nuit, lorsque la route n'est pas éclairée, afin que le conducteur voit mieux et reste concentré sur la partie éclairée par ses feux, la route et ses abords. Ainsi, en baissant la luminosité, son observation est plus efficace et plus facile, ce qui génère moins de stress et moins de fatigue. La commande qui permet ce réglage s'appelle le rhéostat. Réponse A et C. J'ai mon permis de conduire depuis 10 ans. Suite à la perte de tous mes points, je devrais repasser le code de la route. Réponse A. Je devrais repasser l'épreuve pratique. Réponse B. Mon permis comportera 6 points seulement. Réponse C. La perte de la totalité des points sur le permis de conduire entraîne une invalidation de celui-ci. Je devrais refaire une demande de permis de conduire. Mais je devrais alors attendre un délai de 6 mois minimum avant de reprendre le volant. Si mon permis avait plus de 3 ans et que je fais une demande rapidement pour le repasser, je n'aurai que le code à repasser. Pas l'épreuve pratique. Une fois obtenu, mon permis ne comportera que 6 points. Réponse A et C. Bien conduire, c'est avant tout maîtriser sa voiture et connaître le code. Réponse A. Prévoir les difficultés et savoir y faire face. Réponse B. Maîtriser sa voiture et connaître le code, c'est bien. Il en faut un minimum. Mais inutile d'être un spécialiste du code ou un grand pilote. Le non-respect du code de la route ou la mauvaise maîtrise de la voiture sont rarement à l'origine d'un accident. Un bon conducteur, c'est avant tout quelqu'un qui prévoit les difficultés et adopte un bon comportement face à celles-ci. Il anticipe, il connaît et respecte les autres usagers, il a compris que la vitesse était source de danger, que l'alcool rendait la conduite périlleuse, que l'on ne peut pas lutter contre la fatigue. Bref, un bon conducteur est un conducteur responsable, pas nécessairement un grand technicien. Réponse B.
Je tourne à gauche. Je surveille mon rétroviseur et l'angle mort. Avant de changer de voie, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Avant de mettre le clignotant, oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est bien sûr avant de changer de voie qu'il faut surveiller que personne n'est en train de dépasser. Ici, à ma gauche, il y a des zébras. Normalement, personne ne devrait y circuler. Mais certains sont prêts à tout pour tenter de gagner du temps, donc je dois me méfier. L'observation doit se faire avant de mettre le clignotant. Si quelqu'un dépasse et qu'il voit le clignotant s'allumer, que va-t-il penser? Dans l'ordre, je surveille mes rétroviseurs et l'angle mort, si la voie est libre, et seulement si elle est libre, j'allume le clignotant, sinon, j'attends, et enfin je change de voie. Réponse A et C. En cas de fort ralentissement, la circulation interfile des motos et scooters peut être autorisée entre les deux voies les plus à droite, réponse A, entre les deux voies les plus à gauche, réponse B, dans tous les départements, oui, réponse C, non, réponse D. Les deux roues motorisées sont autorisées à circuler entre les deux fils les plus à gauche lorsque la circulation est dans ses ralentis, 50 km/h maximum. Elle s'applique uniquement sur les chaussées à sens unique, si la limitation de vitesse est de 70 km/h ou plus. Des panneaux peuvent rappeler aux usagers qu'ils circulent dans une zone où cette pratique est autorisée, dans 21 départements seulement. Réponse B et D. Le limiteur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse, oui, réponse A, non, réponse B, empêche tout risque d'excès de vitesse, oui, réponse C, non, réponse D. La plupart des voitures modernes sont équipées d'un limiteur de vitesse. Cet équipement permet de ne pas dépasser la vitesse que le conducteur a programmée. Avec l'accélérateur, il lui est possible de faire varier la vitesse de 0 jusqu'à ce maximum. Il limite donc le risque d'être en excès de vitesse. Mais attention, si le conducteur n'a pas vu un panneau de limitation de vitesse, il risque d'être en excès. De même, en descente, le limiteur n'agit pas sur les freins. Si la voiture est entraînée par la pente, il y a là encore un risque d'excès de vitesse. Exactement comme pour le régulateur de vitesse. Réponse A et D. Je dois circuler au moins avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de brouillard, réponse C. Il neige, ce qui réduit fortement la visibilité. L'objectif est alors de bien se faire voir, de l'arrière et de l'avant, ce qui exclut les feux de position, trop peu puissants. Ils ne permettraient pas de voir ma voiture de loin pour les usagers arrivant en face. J'allume donc les feux de croisement. Ce sont les seuls feux obligatoires dans ce cas. Je peux y ajouter les feux arrière et avant de brouillard si ma voiture en est équipée, ce serait sans doute mieux, mais ce n'est pas une obligation. Réponse B. Une victime qui respire est obligatoirement consciente. Oui, réponse A, non, réponse B. Ce n'est pas parce qu'une victime respire qu'elle est consciente. Pour savoir si elle est consciente ou non,
Je peux par exemple lui poser des questions, lui demander d'ouvrir les yeux ou encore de serrer ma main. Sans entreprendre quoi que ce soit qui pourrait lui faire mal. Ne pas la pincer par exemple. En effet, une victime peut ressentir la douleur sans pouvoir l'exprimer. Réponse B. Sur la route, les conducteurs masculins représentent environ 25% des tués. Réponse A. 50% des tués. Réponse B. 75% des tués. Réponse C. 90% des tués. Réponse D. Toute la population n'est pas exposée aux mêmes risques sur la route. On le sait, les jeunes sont particulièrement impliqués dans les accidents mortels. Si on fait une analyse par sexe, on se rend compte que les hommes représentent 75% des tués. Les prises de risque et l'alcool n'y sont pas étrangers. Réponse C.